Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal au sommaire. Zéro VIH au Bénin à travers la réduction des inégalités sur le genre. C'est bien possible. En tout cas, la ministre Véronique Toye-Fodé y croit en lançant officiellement ce matin l'atelier sur le genre de la riposte contre le VIH-Sida. La fête du Ramadan se profile à l'horizon après 30 jours d'abstinence, de jeûne, de prière et d'adoration. Vous suivrez dans cette édition les ressentis de quelques responsables religieux musulmans. Et puis, le conflit israélo-palestinien continue de faire des victimes. Depuis hier, des lancers de roquettes font plus d'une trentaine de morts et plusieurs blessés. L'ONU et l'Union européenne appellent à la retenue. Merci pour l'attention. Ouverture ce mardi de l'atelier d'évaluation basé sur le genre de la riposte nationale au VIH-Sida, présidé par la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Le projet vise à mettre fin au VIH-Sida en réduisant les inégalités sur le genre. Carnot François Rongwaderinto, Fiacre, Voitan. La nouvelle stratégie de l'ONU-SIDA 2021-2026 envisage de mettre fin au VIH-Sida en mettant fin aux inégalités. C'est dans cette optique que Véronique Toye-Fodé-Mewanou, ministre des Affaires sociales et de la microfinance, a procédé à l'ouverture ce mardi 11 mai 2021 de l'atelier de lancement national de l'évaluation basée sur le genre de la riposte nationale au VIH-Sida. Un atelier organisé de commun accord avec l'ONU-SIDA au Bénin pour réduire à 10% l'occurrence des inégalités de genre dès 2025. Ces inégalités sous-tendent la stigmatisation, la discrimination et la criminalisation liées au VIH qui accroissent la vulnérabilité des populations à contracter le VIH et malheureusement à décéder de maladies liées à cette pandémie. Les inégalités de genre sont à l'origine de la prévalence et de l'incidence plus élevée du VIH chez les femmes, comparativement à celle des hommes, mais également chez certaines populations clés comparées au reste de la population. Au Bénin, la prévalence du VIH selon les données d'estimation et de projection du Spectrum en 2019 est de 1%, avec une prédominance au niveau des femmes qui affiche une prévalence de 1,2% comparé à 0,7 chez les hommes. Pour la ministre, analyser la réponse nationale au VIH dans une perspective genre permettra de rendre les ripostes au VIH transformatrices, équitables, fondées sur le droit. L'objectif est donc bien précis. Il permettra donc de présenter aux acteurs décisionnels la démarche méthodologique harmonisée selon le contexte du Bénin, de présenter les rôles et responsabilités des différents acteurs impliqués dans le processus, de démarrer avec la collecte de données sur certaines thématiques, de présenter les prochaines étapes et de procéder à la remise officielle de la lettre de recommandation aux consultants. La mise en œuvre des conclusions et recommandations de cette étude devra permettre, en fin de compte, de rendre les ripostes au VIH transformatrices, équitables, fondées sur les droits et de ce fait plus efficaces. C'est par la remise officielle aux consultants de la lettre de recommandation que cette cérémonie de lancement officielle a pris fin. La communauté musulmane égrène les dernières heures du mois de Ramadan après 30 jours d'abstinence, de jeûne, de prière et d'adoration. Quels sont les sentiments qui animent les fidèles musulmans? Élément de réponse avec l'imam Harissou Zakari de la mosquée de Djadjo. En matière de sentiments, c'est les sentiments de fatigue, parce que nous sommes dans les derniers moments qui ne sont pas du tout faciles, mais on tient debout. Nous prions que Dieu puisse soulager tous les jeûneurs afin qu'ils puissent mieux avoir les récompenses. Maintenant, en dehors de ça aussi, nous sentons également que la foi, la piété a aussi connu un avancement. Et aussi, nous sentons pour finir
que, c'est-à-dire les actes d'adoration que nous faisons, les actes d'aumône que nous faisons, des orientations, des conseils que nous donnons à tout un chacun, ça nous amène vraiment à se sentir à l'aise. Vous savez que dans le mois de Ramadan, quand vous posez une seule action, alors Dieu le Tout-Puissant, il vous donne 100 fois la récompense de l'œuvre que vous avez posée. Donc, cela seul suffit pour que vraiment on se sente vraiment à l'aise et qu'on se dit que vraiment nous sommes fiers d'être musulmans. Il y a des mesures particulières à prendre. Et ces mesures particulières à prendre, c'est-à-dire, c'est le fait de se préparer à l'aumône de la rupture de jeûne qu'on appelle Zakat el-Fitr. Et cette aumône qui se fait, donc déjà à partir du 28e jour du Ramadan, actuellement nous sommes au 28e jour du Ramadan, donc il nous reste seulement 2 jours ou une journée, ou bien un jour si possible. Alors, et cette aumône de rupture de jeûne, cela permet aux musulmans de se débarrasser des manquements qu'il a pu observer tout au long du mois de Ramadan. À la fin de cet exercice du mois de Ramadan, il est fréquent que les fidèles musulmans relâchent les bons comportements à quelques heures de la fête. L'imam Lawal Tahirou adresse une série de messages à toute la communauté musulmane. On l'écoute. Le premier message, c'est de prendre toutes les dispositions pour faire taire dans les règles édictées par nos sources fondamentales, qui n'est rien d'autre que le Coran et la Sunna. Et quand on se réfère à ces sources fondamentales, on voit que pour ce qui concerne la fête du Ramadan, la première chose à faire, c'est de s'acquitter de cette aumône-là qu'on appelle Zakat el-Fitr ou encore Sadaqat el-Fitr, qui est une aumône qu'il faut prélever avant d'aller à la place Idi. Et on prélève ça en tenant compte, bien évidemment, d'abord de sa propre personne et des membres constitutifs de sa famille. On prélève pour soi, pour madame, pour le nombre d'enfants qu'on a à charge, par une mesure qu'on appelle ça, qui est les poignées de main joints 4 fois pour quelqu'un, et les savants l'ont estimé à 2,5 kg ou bien à 3 kg ou plus des denrées, des céréales et autres que nous consommons. Outre ça, l'autre élément très important que nous avons à dire, c'est de savoir qu'à la place Idi, quand on va là-bas, certes, il faut s'habiller décemment. Si je n'ai pas les moyens, je peux porter ce que j'ai à la maison, pourvu que je puisse être beau. Parce que le prophète dit, qui veut dire Dieu est beau et il n'agrée que ce qui est beau. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire. À la place Idi, on voit les gens qui se lèvent encore pour faire des prières surrogatoires. Une fois qu'on est à la place Idi, on fait des invocations pour partir. Et quand tu es là, il n'y a plus une prière à observer. Tu fais tes invocations et tu écoutes religieusement le sermon de l'imam. Et à la fin, tu rentres à la maison et vous fêtez. Et il faut noter, avant d'aller à la place Idi, il est recommandé de ne pas jeûner pour partir. Il faut manger quelque chose avant de se rendre à la place Idi. Et le message le plus important, c'est que courant le Ramadan, on voit beaucoup d'affluence dans les mosquées. Pendant ce mois, on voit beaucoup de personnes se donnent à des pratiques religieuses. On va jeûner, on va prier, on va veiller. Mais attendez-vous pour voir. Une fois la fête terminée, on dit au revoir aux mosquées. On dit au revoir aux pratiques religieuses. Ce qui est une erreur grave que nous commettons. Parce que le Coran nous dit, qui veut dire, adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude te parvienne. C'est quoi la certitude? L'adoration n'est pas limitée dans un espace, dans un temps donné. On adore son Seigneur jusqu'à notre dernier souffle, jusqu'à notre dernier jour sur terre. Voilà qui est bien dit. Face au problème du chômage au Bénin, rares sont les jeunes filles qui explorent le domaine de l'agriculture. À Lokossa, Noélie Teko et Honorine Zohadé tentent depuis quelque temps de s'insérer dans l'entrepreneuriat agricole. Jonas Bochi leur a rendu visite sur leur site à Aïnvedji, un quartier périphérique de Lokossa. Reportage. Unis par leur commune passion qui est l'agriculture, Noélie Teko et Honorine Zohadé forcent l'admiration des habitants du quartier d'Aïnvedji à Lokossa qui se tornent de leur curieux attachement à cette activité très redoutée de nos jours par les jeunes et notamment par les jeunes filles. Ce qui m'a poussé à venir à l'agriculture, d'abord mon papa c'est un agriculteur, il aime bien l'agriculture. Moi j'ai préféré aller en formation. Lorsque j'ai fait la formation en entrepreneuriat agricole, j'ai pris le goût et dès que nous sommes arrivés sur le terrain,
C'était pas facile, mais finalement, je me suis habituée. Tout comme Noélie, Honorine pense que l'agriculture regorge un trésor et elles se sont mises ensemble pour se donner plus de chances de succès. Il y a la richesse dans l'agriculture et c'est pourquoi je me suis associée à ma sœur pour qu'on puisse travailler ensemble. Nous, on veut travailler ensemble parce que c'est ensemble qu'on évolue. Moi seule, je peux travailler, mais là où ma force peut m'amener, peut-être à deux, on ira encore plus loin. Après s'être battu pour obtenir de la mairie de Lokossa l'autorisation d'exploiter ce domaine de 2 hectares, des difficultés persistent toujours sans pour autant émousser leur ardeur. Actuellement, nous produisons du maïs. Nous faisons également l'élevage des volailles. Nous avons eu l'idée de faire la transformation. C'est pour cela qu'on a construit la palette qui est là-bas, mais on n'a pas encore démarré. Notre grande difficulté, c'est l'eau. Pour le moment, je ne peux pas dire que l'activité là, ça marche tel que je le veux. Parce que ce n'est pas seulement produire du maïs qui est mon souci, mais produire, faire le jardin, élever les volailles et autres. Notre souci, c'est l'eau. Nous n'avons pas de l'eau sur le terrain. Pour Honorine, la contrainte de maternité perturbe par moments le rythme des activités agricoles chez la femme. Mais selon Noélie, la disponibilité de l'eau et la complicité des époux pourraient atténuer l'impact de cette contrainte. Pendant les moments de maternité, nous sommes physiquement faibles. Cependant, nous faisons de notre mieux. C'est vrai, et la vie conjugale et puis le temps de la maternité, c'est pourquoi nous réclamons de l'eau. Parce que si on doit produire comme les autres agriculteurs, ce serait difficile. Tu ne peux pas interdire à ton mari d'approcher de toi en cette saison, ce serait encore autre problème pour toi. Or, si nous avons de l'eau sur le site, tu sais que tel moment, j'ai du maïs sur mon site, tel moment, j'ai des légumes. De ce côté, c'est une planification en quelque sorte. Donc, quand tu t'entends avec ton mari, il pourrait te permettre ça. Parce que c'est au moins que c'est dans l'activité qu'il t'a trouvé. En toute chose, c'est la compréhension qui compte. Les nombreuses difficultés et les complexes paramètres qui conditionnent le succès dans l'entrepreneuriat agricole expliquent parfois la réticence de ceux qui n'osent pas s'y aventurer. Le courage de Noélie Teko et de Honorine Zohade mérite donc un accompagnement des autorités en charge de l'agriculture au Bénin afin que leur réussite puisse inciter les autres jeunes filles à leur emboîter les pas. Actualité en dehors du Bénin, le bilan provisoire d'une fusillade en Russie fait état de 9 morts et d'une trentaine de blessés. Et dans une école de Kazan, un adolescent de 19 ans a ouvert le feu sur les élèves et le corps enseignant. Les opérations de secours se poursuivent au moment où les élèves ont été évacués. Les autorités ont mis les bouchées doubles pour sauver le maximum de personnes. Les détails, c'est avec nos confrères de RT France. Toujours pas de bilan définitif, ce bilan continue de varier selon les sources. Le dernier bilan confirmé par les autorités était donc d'au moins 9 morts, dont 7 enfants, et donc au moins 16 personnes qui ont été prises en charge dans les hôpitaux de Kazan. Alors au départ, les autorités pensaient qu'il y avait 2 assaillants, mais là aussi, ce serait remis en question. Les autorités pensent au final qu'il n'y aurait donc qu'un seul assaillant qui a d'ailleurs été arrêté par les autorités. Le président de la République du Tatarstan a fait le point sur la situation. Je vous propose de l'entendre, notamment sur le profil de cet assaillant. Écoutez. Le terroriste de 19 ans a été arrêté. Il est propriétaire d'une arme enregistrée officiellement. D'autres potentiels complices n'ont pas encore été identifiés. L'enquête est en cours. Toutes les forces sont déployées. Toute l'assistance nécessaire sera apportée à l'école et aux familles. Ce qui s'est passé aujourd'hui est une énorme tragédie pour l'ensemble de notre République et pour notre pays. Nous sommes vraiment affligés. Alors le quartier de l'école a été entièrement bouclé. L'école en elle-même a été
elle aussi complètement évacuée. Les autres établissements scolaires de la ville de Kazan ont vu leur sécurité être renforcée. Le porte-parole du Kremlin, pour sa part, a fait savoir que Vladimir Poutine avait présenté ses condoléances aux proches, aux familles des victimes, mais il a également fait savoir que la législation relative au port d'armes devait être revue. Je vous propose d'écouter Dmitri Peskov. Le président a chargé le gouvernement d'apporter son aide, d'assurer la prestation de soins médicaux, ainsi qu'un soutien psychologique aux enfants touchés et blessés, et de fournir une assistance nécessaire aux familles des victimes. Viktor Zolotov, le directeur de la garde nationale de Russie, a été chargé de la mission spéciale de rédiger d'urgence un nouveau règlement sur les types d'armes qui peuvent être vendus aux civils et détenus par la population, en prenant en compte le type d'armes légères utilisées par l'assaillant. Le président transmet ses profondes condoléances aux familles des enfants tués par le tireur et adresse ses vœux de prompt rétablissement aux écoliers blessés. Alors voilà ce que l'on peut dire pour l'instant. L'enquête ne fait que commencer. Les forces de l'ordre recherchent en particulier la présence d'éventuels complices. Le président de la République de Tatarstan a d'ores et déjà fait savoir que la journée de demain, la journée du 12 mai, serait déclarée jour de deuil à travers toute la République. Depuis 5 jours, les tensions persistent en Israël. Les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre israéliennes ont fait au moins 20 morts, dont 9 enfants. Les esplanades des mosquées continuent d'être le théâtre des affrontements. L'esplanade des mosquées en feu, symbole d'une journée sous très haute tension. Ce lundi soir, le ton est encore monté entre Israéliens et Palestiniens. Depuis Gaza, les militants du Hamas ont d'abord lancé des roquettes en direction de la ville sainte, Jérusalem. Riposte d'Israël, frappe de représailles et un bilan lourd, au moins 20 morts, dont 9 enfants à Gaza. Dans les deux camps, aucun signe d'apaisement, au contraire. Ce soir, en cette journée de Jérusalem, les organisations terroristes de Gaza ont franchi une ligne rouge et nous ont attaqués à l'aide de missiles sur la périphérie de Jérusalem. Israël répondra avec une grande force. Nous ne tolérerons aucune attaque sur notre territoire, sur notre capitale, sur nos citoyens et sur nos soldats. Quiconque nous attaque paiera un lourd tribut. Je vous le dis, citoyens d'Israël, le conflit actuel pourrait se poursuivre pendant un certain temps. Nous ne cherchons pas l'escalade, mais quiconque choisit cette option ressentira le poids de notre bras. Ce qu'il se passe à Jérusalem est un appel au meurtre et exprime l'esprit de criminalité, de haine qui s'exprime dans l'éducation des partis en Israël, dans l'éducation scolaire et les programmes d'enseignement. J'appelle la communauté internationale à intervenir immédiatement pour mettre un terme à ces violations horribles et à protéger les citoyens des territoires palestiniens, surtout à Jérusalem, qui subit un nettoyage ethnique. Aujourd'hui, Jérusalem redonne de l'éclat à la cause palestinienne. La communauté internationale appelle désormais à une désescalade, alors que les prochaines heures s'annoncent tout aussi chaotiques. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni en urgence mardi pour se pencher sur la situation à Jérusalem. Le Conseil n'a pas pu voter un document commun qui devrait obliger Israël à faire cesser ses activités de colonisation et de conflit en Palestine. Les États qui ont voté contre estiment qu'il est trop tôt de faire des déclarations publiques. La Maison-Blanche et les Royaumes-Unis condamnent fermement les lancers de roquettes à Damas. L'Union européenne et l'ONU en appellent à la retenue. Le secrétaire général suit avec une profonde inquiétude les derniers développements en matière de sécurité qui risquent de déclencher une nouvelle escalade dangereuse conduisant à de nouvelles violences et pertes de vies humaines. Il condamne dans les termes les plus forts les tirs de roquettes de Gaza sur Israël qui auraient été revendiqués par le Hamas, en particulier le ciblage de centres de population civile. Il demande instamment à toutes les parties de faire preuve de la plus grande retenue. Le secrétaire général s'est déclaré profondément préoccupé
préoccupé par la poursuite de la violence à Jérusalem-Est occupée, ainsi que par les éventuelles expulsions de familles palestiniennes de leurs maisons dans les quartiers de Sheikh Jarrah et de Silwan. Il exhorte Israël à cesser les démolitions et les expulsions, conformément à ses obligations en vertu du droit international. Et puis ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.